présentation de toutsurlehockey.com. « 2-0, mon gars. J'ai vu la game commencer, man, puis j'étais comme criff. Enfin une game de série entre le Canadien puis les Leafs. Exact. Ça fait du bien de voir ça, même si on va le manquer, parce que, en tout cas, moi, je me risquerais pas avec mon Internet un peu boboche. Je me risquerais pas à écouter la game en même temps, fait que tu me feras des cues, hein? Tu me diras quand est-ce qu'ils vont scorer. Oh, ils vont se faire scorer. J'ai mon portable à côté, fait que je vais te tenir au courant des développements. En même temps, c'est le fun. On va pouvoir suivre l'épisode en même temps. On va pouvoir suivre la game en même temps que de produire l'épisode, fait que c'est pas pire, là. Puis comme d'habitude, on va dire qu'un joueur est poche, puis 3 secondes plus tard, il va scorer. Hein? Ça arrive tout le temps. Exactement. Ben c'est ça le but, en fait, de faire l'épisode en même temps que le match. C'est qu'on va caller les shots, puis les gars vont scorer en troisième période, qu'on va avoir fini, puis qu'on va aller écouter le match tranquille. Exact. C'est ça qui va arriver. C'est tout le temps ça qui arrive. Yes. Exact. Fait que, Pascal, on va starter ça, dans le fond. J'avais déjà commencé à enregistrer, mais on va faire une petite introduction digne de ce nom. C'est l'épisode 30 du TSLH Podcast. On s'excuse à nos auditeurs, on a skippé une semaine. On s'en est pas rendu compte du tout, complètement. Pour ma part, j'étais quand même assez occupé, là, fait que je m'en suis rendu compte aujourd'hui ça fait comme 3 semaines qu'on n'a pas fait d'épisode. Mais en même temps, c'est le fun parce qu'on a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. T'sais, on a le parcours du Canadien qui risque d'avoir certaines discussions par rapport à ça. Évidemment, il y a des décisions qui ont été prises aujourd'hui. On est le 27 mai. Le Canadien joue leur 5e match contre les Leafs, comme je disais tantôt. Il y a eu des décisions qui se sont prises. On va revenir là-dessus. Il y a eu plusieurs surprises aussi dans la série. Honnêtement, on va faire un petit tour d'horizon quand même là, sur nos feelings de la première ronde parce que, sérieusement, il y a des choses qui m'ont vraiment surprise depuis le début. Puis, on va revenir aussi, Pascal, sur la liste de la centrale de la NHL. Oui. Parce que ça a sorti aujourd'hui. Puis, il y a vraiment, vraiment des takes bizarres. C'est pas bizarre. C'est wild. Ouais, c'est wild. On le dit depuis le début de l'année, là, ça va être un draft un peu spécial. Vu le manque de talent élite, ça va être très dispersé au niveau des listes. Puis la NHL déroge pas de ça. C'est vraiment ça qu'on voit aujourd'hui. Là. Il y a des affaires que je suis pas d'accord pas en tout, mais c'est la beauté de ce draft-là. Il y a personne qui va être d'accord avec rien. Puis les Columbus va nous ramasser au draft. Ouais, on le dit depuis le début qu'on a commencé nos travaux que le draft cette année va être très wild, puis il y aura pas beaucoup de consensus. Non. On le voit de plus en plus avec les listes qui sortent. Il y a certains consensus, il y en a qui suivent un petit peu la vague en fonction de certains takes, en fonction de certaines opinions. Là, avec la liste de la centrale qui est sortie aujourd'hui, ça risque de pimenter un peu les rankings pour le reste de la saison. Moi, de mon côté, il me reste encore quand même plusieurs matchs à regarder. Là. J'ai pas eu bien le temps dans les derniers temps. Pascal, je pense que toi, t'es assez avancé. Tu me disais avant d'enregistrer que t'avais pas mal conclu tes affaires. Ouais, j'ai hâte de passer au prochain draft, là, pour être bien honnête. Dans le fond, là, je suis en écriture intensive au lieu d'être en visionnement intensif. Là, j'écris des profils puis j'essaie d'en publier à chaque jour. Justement, aujourd'hui, j'ai pas encore publié. Je pense pas en publier un aujourd'hui. Mais demain, sans faute. Je suis rendu vers 775 visionnements là, par espoir, là, avec au total. Mais il me reste 5-6 noms là, que j'aimerais regarder avant de vraiment finaliser ma liste. Par liste, je dis un top 32, mais je vais essayer d'étendre ça à un top 62. C'est pas un mock draft que je vais faire, c'est plus mes préférés que j'ai vus à date, avec des mentions honorables.
Fait que je vais m'amuser là-dedans. L'année passée, j'ai fait un guide du repêchage. Avoir un lien avec des petites descriptions, avec dedans tous les liens vers mes profils des joueurs. Fait que je vais faire ça encore cette année. Puis ça va être une bonne référence là, pour quelqu'un qui connaît pas trop ça. Ouais, puis ça va être disponible surtout sur lehockey.com. Dans le fond, on a déjà commencé pas mal notre couverture du repêchage 2021. Je me tromperai pas d'année dans cet épisode-là, Pascal. Exact. Je me suis pratiqué tout. C'est pour ça qu'on a attendu 3 semaines avant de faire un épisode. C'est que ça m'a pris une semaine de plus me préparer à dire draft 2021. Ça va être beau live. J'espère que tu te tromperas pas. Ouais, parce que on rappelle à ceux qui nous écoutent, l'an passé, je l'avais dit dans le dernier épisode, je le rappelle. L'an passé, on avait fait un épisode live sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter également. Ça va être la même formule cette année. On va couvrir la journée du repêchage en direct avec Pascal, moi-même et Max qui va être là. On risque encore d'avoir des invités. Je vous garde la surprise. On devrait avoir des collaborateurs qui vont se joindre à nous pendant la journée également. L'année passée, on en avait eu aussi. La seule chose qui va être différente cette année, c'est que vous allez voir nos grosses faces dans l'écran. Fait que, exact. Ça sera pas des petits avatars, on va être vraiment en pur live comme ça se fait dans les différents podcasts vidéo. Pour le draft, ça va être ça. On va aussi avoir une bonne banque de highlights pour les espoirs. On va essayer de shooter des petits clips de 30 secondes quand les gars vont être repêchés. Fait que on vous prépare un bel épisode, honnêtement. On a bien hâte. Puis on a pas mal d'affaires aussi à vous annoncer là, pour le mois de juin. Comme je disais dans le dernier épisode, Tout sur le hockey est en train de travailler sur quelque chose d'assez gros, je vous dirais. Fait que ça va impliquer plusieurs partenariats intéressants. Donc, les annonces vont être faites pendant le mois de juin. Je dis pas quand, mais pendant le mois de juin 2021. Bravo. T'as dit la bonne année, t'es bon. Oui, je l'ai dit, je me suis pratiqué toute la semaine. Série 2021, Pascal, si tu veux, on peut commencer avec le Canadien. Là, présentement, c'est toujours 2-0 en début de deuxième période. Le Canadien tire de l'arrière 3-1 contre les Maple Leafs. Comment tu trouves la série jusqu'ici? On dirait que c'est la seule série que c'est pas une série au niveau de l'intensité. C'est très terne. Il y a personne qui est indifférent par rapport à ce qui arrive en ce moment sur la glace. Oui, aujourd'hui, ça va bien. Armia, il y a 2 buts. Mais je sais pas, c'est une équipe qui manque terriblement de rapidité, difficile à sortir de leur zone. Une chance qu'ils ont Carey Price encore une fois cette année. Le même discours revient. Vraiment. Pendant la saison, ça allait pas bien, Carey Price. Il était pas super bon. Mais quand ça compte, Carey Price, mais il est bon. D'après moi, les Oilers, ils auraient aimé ça de l'avoir, le petit Carey Price dans leur filet en première ronde. Je te confirme que les Pingouins aussi. Les Pingouins aussi, d'après moi, ça serait fou. Au même titre que le Canadien aimerait ça avoir Malkin. Pas moi, mais oui. L'équipe, oui. Fait que tu sais, il y a des décisions bizarres, des coachs. Je comprends, Benjamin est allé à fond avec l'équipe qu'il y avait, mais c'est un peu à contre-courant. On veut que ce soit rapide, talentueux. Puis lui, ben, ça a été le contraire. Il a rajouté 2 ailiers top 6, là, que je comprends, puis c'est correct. Mais il a encore une fois laissé de côté sa défensive, puis on en voit l'impact en ce moment en série. T'sais, oui, ils sont gros, mais ils sont pas tough à affronter pour une équipe rapide, talentueuse, sauf pour Vancouver, mettons. Là. À part pour Vancouver, le Canadien est pas tough à être à affronter. Là. C'est vraiment tannant. C'est la deuxième ronde. En ce moment, l'autre série, c'est les Jets ont-tu gagné? Je m'en rappelle même plus. Je pense que c'est pas encore fini. Hein? Non, c'est pas encore fini. Les Jets contre Edmonton? Oui, ils ont gagné contre Edmonton. Oui, c'est terminé, mon gars. C'est fini. Ah oui, c'est 4-0. C'est fini, pas à peu près. Ouais, c'est fini. Rien dit. Jets Edmonton. Oui, ça. Même les Jets, moi, personnellement, mettons, là, j'aurais choisi Toronto à la place de Jets pour un affrontement. Là. Parce que moi, les Jets me font beaucoup plus peur. Ils ont une meilleure défensive, je trouve. Ils ont un meilleur très belle profondeur. Un bon profondeur. Du punch à l'attaque. Puis un goaler qui est excellent. Watch out, les Toronto contre Winnipeg, sérieusement.
parce que le Canadien ne gagnera pas. Oui, aujourd'hui, ils vont probablement gagner, mais je pense pas que c'est un take de feu de dire que le Canadien ne gagnera pas contre Toronto. Là. Fait qu'on va avoir le 17e choix, mais on va repêcher le 16e espoir. Ben, tu sais, c'est pas un hot take de dire que le Canadien gagnera pas, mais pourtant, tu sais, on regarde un peu les réactions des gens, puis c'est comme si c'était une grande surprise que le Canadien, tu sais, il perde, mais tu sais, en même temps, on s'attendait un peu tous à ce qu'ils perdent, mais c'est la façon. C'est la façon que c'est fait. C'est ça. Sérieusement, tu sais, même les Leafs, là, ça joue. À soir, ça joue avec intensité, par exemple. Ça, là, le match à soir est intéressant. Il a plus l'air d'un match de série, mais depuis le début de la série, honnêtement, là, on dirait presque un match de début de saison, à peu près, au niveau intensité. Puis le Canadien ne peut pas gagner un match sans son intensité parce que niveau talent, on rivalise pas avec Toronto. Puis sur ce, je tiens à t'annoncer, Pascal, que c'est 3-0 pour le 3-0. Canadien. Et c'est notre bon ami Jesperi Kotkaniemi. C'est Maxime qui va être content. Le 3e but, ouais, ça aurait été le fun d'avoir Max sur le panel pour réagir. Mais il aurait sûrement trouvé quelque chose à dire pour dire que c'est pas lui, là, c'est à cause de. C'est à cause d'un autre. Écoute, le but de Kotkaniemi ce soir est vraiment à l'image de son but dans le dernier match qui a marqué un but, là. Très bonne bagarre en échec avant. Il a travaillé son but. C'est le genre de but qu'on recherche de Kotkaniemi. Puis ça fait 2 qui marquent comme ça en série. Donc, c'est des bonnes nouvelles. C'est des points positifs. Aussi, l'année passée, c'était comme ça un peu aussi qu'il avait marqué ses buts. Il travaillait. C'est comme ça qu'on veut. Donc, tu sais, c'est un joueur qu'il va falloir qu'il simplifie son jeu. C'est vraiment juste ça. Qui joue un peu plus. Qui joue un peu plus en power forward. C'est pas encore un power forward, mais ce que je trouve tannant avec les Canadiens en général, c'est le manque d'identité. Puis, quand t'as perdu Gallagher pendant la saison, c'était encore plus éloquent. Mais pour Kotkaniemi, on dirait qu'il n'a pas encore d'identité. Il l'a pas encore trouvé. Il faudrait qu'il trouve vraiment sa ligne directrice à suivre. Puis quand il va faire ça, il va trouver une routine de match, dans le fond. Puis je pense que la routine power forward, devant le filet, oui, les des bonnes passes, puis tout. Là, je sais pas, la passe qu'il a faite à Caulfield le dernier match en avant du filet, en tout cas, bref. C'était avant le dernier filet, en tout cas. Ça a pogné la barre transversale. Je pense que c'est l'avant-dernier match. C'était vraiment beau à voir. Mais il va vraiment falloir qu'il simplifie son jeu puis qu'il utilise son gros gabarit, sa nouvelle vitesse. Moi, à cette heure, je le trouve quand même rapide, sérieusement. Puis je le trouve puissant, mais il est tellement pas constant que c'est ça. Quand il va se trouver dans la routine de match un rôle spécifique, puis je pense pas que ça va être sous Ducharme ou sous Claude Julien que ça va arriver, probablement sur un autre, ça va l'aider. Et tu sais, il faudrait que le Canadien au complet, quand on parle du Canadien, depuis un bon bout déjà, c'est rare qu'on parle d'un match. Ce match-là est intense. On parle plus de période. Ils ont vraiment, la première période, c'était bon. La deuxième, ils ont eu de la misère. La troisième période, à la fin, c'était correct. J'ai hâte qu'on parle d'un match au complet, que le Canadien a été constant dans ses efforts et dans ses performances. Puis ça se reflète beaucoup chez les jeunes. Puis d'une séquence aussi. Parce que... Ouais. Bon. On parlait trop en bien, Pascal. Bon. Les Leafs viennent de marquer. C'est correct. C'est pas grave. Ouais, Zach Hyman. Ben, tu sais, c'est vraiment un bon point que tu amènes parce que pour vrai, tu sais, dans les derniers matchs, c'est ça qu'on remarque du Canadien, c'est qu'en première période, il y a de l'intensité, il y a des chances de marquer qui sont créées, mais en deuxième période, ça devient complètement flat. Là, en deuxième période, on semble garder l'intensité de la première période. Là, c'est intéressant. Mais on n'est pas capable de transposer des bonnes performances dans une période vers une autre. Puis si on connaît un bon match en général, ben on n'est pas capable de le transposer dans l'autre match suivant non plus. Puis ça tue dans une série. C'est clair que ça tue dans une série.
Puis, je sais pas c'est quoi, c'est-tu la faute d'un manque de préparation, manque de concentration, ou bien du coach qui est pas capable de s'adapter à l'adversaire, ou bien en tant qu'équipe. J'ai pas assez joué haut dans le hockey pour vraiment le savoir. Je suis pas un expert. Il y a pas grands experts qui sont vraiment des experts dans le hockey. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est ça, comment ils pourraient faire pour être plus constant. Est-ce que c'est quelque chose, les vétérans, il va falloir qu'ils travaillent avec le coach pour... Aucune idée, mais il va falloir que ça soit arrangé parce que d'après moi, l'année prochaine, si ça reste comme ça, sur 82 matchs, on risque de finir après Ottawa. Je dis on parce que je suis un fan. Ben, moi, c'est ça que je trouve dommage présentement du Canadien, c'est que j'observe aucune progression comparativement à l'année passée. Puis, tu sais, le Canadien a terminé 18e dans la Ligue nationale. Dallas et New York Rangers ont fini avec plus de points, ont fini plus haut au classement puis n'ont pas fait les séries. Fait que, tu sais, Montréal a été la dernière équipe à se classer en série. C'est exactement la même affaire que l'année passée. Exactement la même affaire. Puis là, on arrive en première ronde contre les Leafs qui ont du talent élite puis on n'est pas capable de rivaliser. Puis pourtant, il y a eu plusieurs acquisitions qui ont été de bonnes acquisitions, là. On s'entend, là, Toffoli, Anderson, Edmondson, on n'a rien à dire contre eux cette année. Non. Ils ont livré la marchandise. Allen aussi. Allen, même affaire. Les acquisitions de Marc Bergevin, ils ont fonctionné, mais le club a aucunement progressé quand même. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Tu sais, les Leafs, là, même si l'équipe avait progressé, peut-être que Montréal les aurait pas passés. Tu sais, faut quand même rester réaliste, mais il aurait pas joué de cette façon-là. Tu sais, là, présentement, puis là, j'arrête pas de me dire dans ma tête, je suis en train de chier sur le Canadien, ils vont gagner 6-1 à soir, puis ils vont rendre ça en 7, là, parce qu'on a le don sur le podcast de Jinxie. Mais tu sais, je trouve pas ça normal qu'on soit pas capable de se battre au moins dans une première ronde. Tu sais, sérieusement, là, c'est pathétique. Là. Du moment que Toronto marque un but, on dirait que le monde s'effondre. Le moral est à terre. Puis, tu sais, tu parlais tantôt de l'effort insoutenu de période en période, puis de match en match. Et moi, je pointerais clairement les vétérans. Ouais. Tu sais, au début des séries, on a voulu y aller avec l'expérience. Probablement pour que des choses comme ça arrivent pas. Parce qu'avec l'expérience, on le sait qu'un match de série, quand c'est gagné, on le prend. On prend ce qu'il y a de bon dans ce match-là, on le garde. Tout le reste, on l'élimine, on passe au prochain. Et on dirait là que c'est pas ça qui se passe. On dirait qu'il y a un match qui se fait, puis là, c'est comme « Hey, on l'a gagné, on a été intense, ça a bien été, hey, ça va bien. » On dirait qu'il y a un excès de confiance, puis le match d'après, on arrive flat. Fait que, moi, à mon avis, c'est une question de leadership, mais je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que sinon, je vais me mettre à pointer des joueurs, puis c'est pas le but. T'sais. Non, c'est pas le but. Ça, c'est pas le but pantoute. Tu sais, je sais pas pantoute non plus qu'est-ce qui amène ça. J'aimerais vraiment plus de contrôle de rondelle par la défensive, une défensive vraiment plus mobile, mais avec les choix qu'il a fait, Edmondson, oui, on l'aime tout, là. Ben Sherratt, on l'aimait l'année passée, là. Mais en ce moment, c'est lourd en maudit en défensive, là. C'est vraiment, vraiment lourd. T'sais, au Romanov, on l'aime tout. Mais il est exactement lourd que ceux-là qui s'étaient un peu plus réalistes s'en attendaient. C'est un gars fiable, robuste, rapide. Mais avec la rondelle, des fois, ses décisions sont un peu douteuses. Puis il est quand même sujet aux crampes au cerveau. Puis c'est exactement ça qu'on a vu toute l'année. Puis c'est correct, ça fait partie du processus. Mais là, on met sa défensive, on met dehors en série, on met pas le bois mort, là, mais John Merrill, puis là, Gustafsson, à place de Kulak, qui joue super bien, pas super bien, mais il joue comme un 6e défenseur. Puis tu mets Gustafsson pour le faire jouer sur le power play. Quand tu viens de dire quelques jours plus tôt que tu fais jouer Caulfield, pas parce qu'il joue sur le power play, si on n'a qu'un power play, et on est mal pris, parce qu'on va l'avoir juste 2 minutes, viens pas me rire d'en face, là. Ah, ça n'a aucun sens, là. Pour vrai, là. Je la comprends pas. Je comprends de faire rentrer Gustafsson. Je le comprends, mais je comprends pas de encore
Romanov de côté, ou bien de sortir Kulak à la place de Merrill. Ça, je la comprends pas. T'sais, Kulak est quand même plus fiable, je trouve, que Merrill avec le Canadien. T'sais, quand il jouait avec Détroit, Merrill, il sortait quand même bien. C'était pas un mauvais joueur. Mais on dit qu'il est tellement pas habitué de jouer dans une équipe qui est un peu plus performante que Détroit. On dirait que c'est Détroit, là, comme il est arrivé ici, puis c'est un nouveau système, il est pas capable d'évoluer dedans. Puis ça va pas super bien. J'aurais tellement gardé Romanov à sa place, sérieusement. Moi, je suis désolé, là, mais Merrill, là, pour vrai, là, il a bien beau être bon là, à Détroit, là. Mais tu sais, moi, à Détroit, je l'ai pas tant regardé. Là. Je l'ai vu un peu à l'œuvre avec les Devils, puis tu sais, c'était correct, là. Mais Merrill, là, je le regarde jouer, tu sais, là, avec le Canadien, on le regarde un petit peu plus, là, en série, je regarde un peu plus les matchs, là. Quoique cette année, en saison régulière, j'ai regardé quand même pas mal de matchs canadiens, je me suis surpris, là. Mais d'après moi, c'est l'effet du podcast, justement, là. On aime bien ça parler sur des choses qu'on observe, fait que je me suis mis à plus observer le Canadien cette année, là. Mais John Merrill, honnêtement, il a l'air d'un joueur qui sort directement du deck hockey puis qui apprend à jouer au hockey sur la glace. C'est sérieusement, là, avec la rondelle, là, ça a l'air difficile. Puis moi, là, je la comprends pas, la décision de Gustafsson. Je la comprends pas pantoute. Puis pour vrai, tu sais, je suis capable de comprendre que Ducharme, il dit, ben, ça va aider le powerplay. Et si seulement ça aidait le powerplay. J'ai écrit là-dessus avant la journée, là, avant le match, là. Puis j'étais allé sur Instat voir, j'ai regardé toutes les séquences de Gustafsson en powerplay. Puis pour vrai, ce qu'il fait en powerplay, là, Romanov, il serait capable de le faire. Kulak serait capable de le faire. Puis veux-tu que je te dise pire que ça? Ouellet serait capable de le faire. Puis probablement Shununen dans le Rocket serait capable. Là. Non, mais là, c'est sérieusement, là. Ouais. Gustafsson en powerplay, là, c'est lui qui entame le powerplay. Dans le fond, il part avec la rondelle en arrière du filet. Les joueurs s'installent. C'est lui qui commence la montée. Premièrement, il n'y a pas la rapidité d'un Joe Drouin pour aller au centre et faire un drop pass en arrière. Ça, c'était Drouin, il faisait ça. Ça fonctionnait quand même assez bien. Gustafsson, il fait pas ça. Gustafsson, il part en arrière du filet. Il arrive à la bleue. Il fait une passe longue de 10 pieds à peu près, avant la rouge, à un gars qui est libre, pas de pression, à 5 contre 4. Puis là, c'est comme, hey, fait des bonnes premières passes. Un corps arrière. Voyons, des bonnes premières passes. Mais moi, des patins, mais moi, je lève le blanc-rouge, là. Je vais te confirmer que la première passe, je serais capable de la faire, là. Puis il trouvait le moyen d'en faire d'un patin. Ouais, ça. Hey, je te dis, Pascal, je capotais. Je regardais les séquences, là, puis je me disais, un spécialiste du powerplay, sérieusement, c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. Sérieux, rendu là, envoyer Romanov. Là. Envoyer Romanov. Là. Tu sais. Exact. Sauf que, par exemple, je suis d'accord avec l'argument, on en parlait avec Florent, sa discussion de TSLH, puis je suis quand même d'accord que ça n'aurait pas été conséquent d'envoyer Romanov quand l'argument c'était qu'on voulait de l'expérience, puis que Romanov, tu sais, peut-être pas d'expérience, puis ça, puis là, de l'envoyer dans un match d'élimination, je trouvais que c'est pas tant conséquent. Fait que l'argument, il est quand même bon. Je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, enlève pas Kulak. Là. Non, c'est ça. Tu sais, dans le rôle que Kulak avait depuis le début de la saison, depuis le début des séries, là, il faisait bien. Je comprends pas la décision. Je la comprends pas encore. Puis Kulak, c'est pas un gars qui a confiance stédée. Là, ils l'ont scrappé, là. Il peut pas leur mettre sur la glace, là. Il est funny, là. Il va venir sur la glace, il va avoir peur de faire des erreurs, puis il va se faire bencher. Il va en faire des... L'année passée en série, il était vraiment bon, Kulak. Je sais pas si tu t'en rappelles. Il était vraiment bon avec Mété, là. C'était une très bonne paire. Là. C'était une des bonnes paires. Il y en a qui ont été durs avec eux autres, là, mais pour vrai, moi, je trouvais que c'était une des bonnes paires stables. Mais tu sais, tu peux pas t'attendre à ce qu'il fasse 15 points dans les séries. Non, ça sert à rien. Encore là, c'est tout le temps une question d'attendre. Mais tu sais, dans leur rôle, ils faisaient très bien. Puis, tu sais, honnêtement, là, Kulak, là, ça a fait la même affaire hein, quand ils l'ont enlevé puis qu'ils ont décidé de mettre Mété. Puis, tu sais, la fameuse rotation à 3 défenseurs, là. Kulak, ça a pris plusieurs matchs avant qu'il reprenne son rythme. Puis,
une des bonnes paires cette année de défenseurs, c'était Romanov puis Kulak, là. Ah oui, il était bon. C'était super bon. Il se complétait très bien, puis comme troisième paire, moi, je trouvais que ça faisait le boulot, là. Tu sais, en tout cas. Puis, tu sais, t'as raison, là, ça a aucun sens que l'argument de pas mettre Caulfield sur le jeu, c'était de dire ouais, mais si on a juste un powerplay, on va faire quoi avec Caulfield? Ah, mais c'est parce que Gustafsson, là, il a joué 15 fois en powerplay cette année avec Montréal. 15 fois. Le Canadien, là, a marqué 2 buts là-dessus. Fait que, où l'impact de Gustafsson? Il y a une passe au total. Puis la majorité de ses tirs au but sont à 5 contre 5. Puis depuis le début de sa carrière, il y a 72% de ses points qui sont à 5 contre 5. Spécialiste. Là, tu sais, à un moment donné, là, on va être correct, le rire du monde. Ah ben, tu sais, je pense que Bergevin l'a prouvé qu'il y a de la misère à trouver des carrières, puis des défenseurs mobiles, puis offensifs. Il n'a jamais trouvé un depuis Markov. Il n'a jamais été capable. Il essaie d'en repêcher, puis ils sont pas encore là. Romanov, c'est pas un joueur de powerplay. Vraiment pas. Tu sais, le monde, il avait l'air à bien être content quand il y avait 2 passes en 3 matchs. Mais là, c'est pas un carrière. C'est un défenseur défensif moderne. Ouais. C'est exactement ça son profil. C'est défensif, moderne. C'est un Dimitri Orlov. C'est ça. Ça fait 2 ans qu'on le dit. Ça fait 2 ans qu'on le dit. Puis, on dirait, à chaque fois qu'on le mentionne dans un texte ou dans le podcast ou peu importe, ça sonne comme une insulte. C'est pas une insulte de se faire comparer à Dimitri Orlov. Il y a quoi au doigt, Dimitri Orlov? Il y a une bague la coupe. OK. Une bague la coupe. Je cherchais un gag à faire par rapport à ça. En tout cas. Fait que tu sais, il m'a amené. En tout cas, c'est vraiment les attentes souvent qui sont vraiment dérangeantes. T'sais, j'espère que Jordan Harris, qui est le profil offensif, ben, il est fiable. C'est un meilleur Victor Mété, mettons. Mais pas mal plus offensif avec un meilleur shot. Il a vraiment amélioré pendant l'été. J'espère qu'il signera pas ailleurs, qu'il va signer à Montréal. Puis probablement que ça va dépendre d'une nouvelle état-major que je m'attends à ce que ce soit cet été. Je pense pas que Bergevin va rester. Mais bon, bref. Tu sais, Goulet, pourquoi on a fait le tour? Tu vas le voir quand ils vont se faire éliminer. Là, tu vas voir mon texte qui va popper tout de suite après. Tu vas le voir, puis il y a tout mon tu sais, j'ai jamais été un hater de Bergevin. Jamais. Timmons, tout ça. Je comprends leur rôle, mais c'est pas qu'il manque de couilles, là, mais on a fait le tour. Et ça fait 9 ans qu'on est avec Bergevin, puis encore plus avec Timmons. Puis on a fait le tour. C'est terminé. Il faut avoir une autre vision pour les Canadiens. Je sais pas si ça va passer par Roy ou ben Madden à Anaheim, qui est un Québécois. Je sais pas pendant tout, là. C'est pas à moi de faire cette décision-là, puis je suis très content. Mais Bergevin, on a fait le tour. J'espère qu'il va aller à Chicago, Bergevin, pour remplacer la stiche de Stan Bowman, que je suis pas capable. C'est désolant de voir... Je ne comprendrais pas, par exemple. Ouais, c'est désolant de voir Chicago en ce moment. Là. C'est une de mes équipes que j'aimais beaucoup. Mais là, tu sais, Gustafsson à Chicago était excellent. C'est une année qui avait fait vraiment beaucoup de points. Il produisait, ça avait pas de bon sens. Mais il a tellement droppé depuis ce temps-là. Je sais pas ce qui s'est passé, sérieusement. Là. Peut-être une blessure qui l'a handicapé. Je sais pas. Mais en tout cas, j'espère qu'il va. En tout cas, j'espère personnellement que Benjamin va quitter. Qui a fait le tour, puis que les rumeurs, là, qu'il y a une offre sur la table, là, je pense pas que c'est vrai, là, mais qui je suis, moi, pour dire que ce monde-là n'a pas des vraies sources, là, je juge personne. Mais tu sais, même lui, je pense qu'il a fait le tour. Il doit être tanné. Il a l'équipe entre les mains, il a tout mis ce qu'il y a dedans, puis là, il est complètement engorgé au niveau de la masse salariale. Drouin, qui probablement va quitter, donc il faut avoir un bon retour pour lui. Dano, Tatar... T'sais, en tout cas, on verra. Ça va être un gros été pour le Canada. Honnêtement, ouais, là... Je pense que oui. Ben, tu sais... Il repêche encore 16e. Ouais. Ben, ouais, mais tu sais, cette année que tu repêches 10e ou peut-être même 7, 8e ou 16e, tu risques d'avoir un même genre de joueur au potentiel similaire.
Il y en a probablement qui vont dropper un petit peu, qui vont glisser, puis qu'on pourrait faire whoop, mais est-ce qu'ils vont les choisir? Ça, je ne sais pas. Ouais. Ils vont-tu y aller encore avec la valeur sûre? Pas trop bon, pas trop mauvais, mais pas mal sûr de faire la nationale de hockey. Je sais pas, Goulet, je l'aime bien, mais tu sais, il y avait d'autres choix aussi qui étaient peut-être un peu plus risqués. Mais tu sais, je suis sûr qu'on va être content avec Goulet. Tu sais, je le vois dans la nationale de hockey, je le vois très bon. Mais c'est pas un top 2, c'est un top 4, probablement. En tout cas, on verra. Mais cette année, il y a quand même des petits joueurs intéressants. C'est parce que l'affaire, là, c'est que pour ramasser un top 3 offensif puis un top 2 défensif, là, à un moment donné, il faut que tu acceptes de finir dans le fond de la cave. Puis ça, à Montréal, c'est jamais arrivé. Ça arrivera jamais. Mais je suis sûr que si un DG qui a la faveur publique, OK, puis qui décide de le faire, là, c'est funny, on peut pas le faire parce qu'il est trop tard, mais qui a la faveur publique, tu sais, là, je vais dire Patrick Roy, parce que, tu sais, Patrick Roy, on le connaît tous, il a ses partisans, il a ses haters, mais tu sais, s'il s'assied devant les médias, puis il dit, puis si Benjamin l'avait fait, pendant qu'il a fait son reset, il dit, ça va être tough, on va travailler fort sur la jeunesse pour développer. Ça va être tough, quelques années difficiles, mais c'est pour être meilleur plus tard. Il suit le modèle des Penguins de Washington, de toutes ces équipes-là, de Chicago aussi. Ça va être tough, mais ça va venir. Toronto ils ont exactement fait ça. Les Rangers aussi. On peut pas croire que ces gros marchés-là ont fait ça, puis que Montréal pourrait pas, à cause de « je me souviens ». Ouais. Je me souviens des grandes années. C'est funny. Ça arrivera plus, ça. Il aurait fallu aller plus loin là-dedans que juste échanger Pacioretty. Le seul reset qu'il y a eu, c'est échanger Pacioretty. Puis Simon Saint-Laurent le dit très bien sur Twitter. Tu te fais ramasser souvent sur Twitter, ce gars-là, mais c'est un très bon take. Le seul trade qui était vraiment typique d'un reset, c'était lui de Pacioretty. Ouais. Tu sais, oui, Nate Thompson, Kovalchuk. Mais c'est pas un reset, ça, c'est juste l'effectif du petit bois, là. Je sais pas si c'est sur ce take-là qui disait ça, mais je trouvais ça vraiment bon. Tu fais pas un reset en échangeant des gars de 4e trio. Non, vraiment pas. Je sais pas si c'est sur son take, je sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais j'avais vraiment trouvé ça bon. Tu sais, parce que je disais dans un tweet que tu sais, Bergevin, là, c'est l'évaluation. On en a parlé souvent, Pascal. Tu as écrit un excellent texte là-dessus. Bergevin, si tu évalues son travail par ses transactions, c'est un excellent DG. Il gagne pas mal souvent ses transactions. Il faut lui donner. Là. Il gagne pas mal souvent ses transactions. C'est au niveau de l'évaluation de son club. Tu sais, dans mes bilans là, NHL que je faisais sur le site, là, j'ai fait pas mal des bilans de saison de plusieurs équipes. J'ai arrêté parce que là, je pense qu'il m'en manquait comme 5-6, mais là, plus le temps, là, pas en tout. Là. Non, c'était quand même assez. Ouais, c'était quand même assez prenant, mais je vais peut-être les finir pour me dire que je finis ma tâche. Mais bref, je parlais souvent de courbe de progression de franchise. Parce que moi, à mon avis, un joueur, t'as une progression, t'as une courbe de progression d'un joueur, mais je pense qu'une franchise, c'en a une aussi. Puis Bergevin n'est pas capable d'évaluer il se situe où dans cette courbe-là. Le timing. C'est ça que c'est le timing, c'est de savoir son équipe est rendue où puis tout ça. Puis c'est pas en échangeant des gars de 4e trio que tu vas nécessairement augmenter dans ta courbe, tu sais. Puis je faisais un tweet là-dessus au sujet qu'il y a un sérieux problème d'évaluation dans le club. Puis je visais clairement Bergevin là, avec ce tweet-là. Puis je me suis fait répondre que Bergevin avait fait des bonnes transactions avec Scandella, avec ci, puis ça. Puis oui, c'est des bonnes transactions. C'est des transactions aussi d'équipes qui prévoyaient pas faire les séries. C'était des transactions d'une équipe qui était vendeur à la date limite. Puis il manquait juste Tatar pour vraiment confirmer que le Canadien était vendeur parce que on s'entend. Petrie aussi, mais je pense qu'il voulait garder Petrie. Là, et je pense que Petrie, je pense pas qu'il était dans les plans, il était changé, mais Tatar, là, honnêtement, moi, là, écoute, j'en démordrai jamais
Tatar qui n'ait pas été échangé à la date limite des transactions l'année passée, c'est une honte nationale. Ça aurait pu être une transaction digne d'un reset comme celle-là de Pacioretty. C'était de miser sur la plus haute valeur de Tatar que tu pouvais. Sa valeur était au plus haute que tu pouvais miser dessus. Puis ça n'a pas été fait. Puis il reste que Bergevin a agi quand même en vendeur à la date limite l'année passée en échangeant Kovalchuk, Scandella, Thompson. Puis tout le monde est parti. Là. Tous les joueurs de bas trio sont partis. On arrive en série, ça va bien. Hey, finalement, on est un club d'aspirants. Non. Quelques mois avant, t'agissais comme un club qui faisait pas les séries. Quelques mois après, t'agis comme un club qui là, on pousse pour aller loin. Tu sais, ça marche pas, là. C'est de l'improvisation. C'est vraiment de l'improvisation. Dans le fond, les 10 matchs en série, ce que Molson ou Bergevin avait dit, c'était la tenue des jeunes a changé la donne. Mais tu sais... Une évaluation de 10 matchs! Un jeune, là, c'est pas constant. C'est non. pas constant, un jeune. Tu sais, Suzuki, on l'aime. C'est mon joueur préféré chez Canadien, là. J'aime beaucoup Tatar aussi, mais là, son temps est fait, là. Suzuki, je l'adore, là, sérieusement. Mais c'est un premier centre potentiel, mais Christy, il a 21 ans. Ça te tente-tu de lui laisser le temps puis de donner, tu sais, Dano, je l'aime bien aussi. Il est pas mauvais. J'espère qu'il va signer parce que si tu veux vraiment être pour les séries, il faut que tu ailles Dano. Puis si tu le perds pour rien, what the fuck? Qu'est-ce que t'as fait? T'as pas correct? L'année passée, t'aurais dû l'échanger. Moi, je pense que Benjamin, ce qu'il voulait, c'est à faire les séries cette année, ce qu'il a fait. Puis l'année prochaine aussi. Fait qu'il voulait pas échanger Petrie, il voulait pas échanger Tatar, il voulait pas échanger Dano pour ça. Il dit, on va l'essayer l'année prochaine, puis let's go les boys. Ben oui. Mais pourquoi? Ça a donné quoi? Oui. C'est pour sauver ta job. Probablement pour sauver sa job. Ben oui. Puis à cause de ça, ben le futur de l'équipe, ça a été au détriment, sur le texte que j'avais fait en janvier 2020. Toutes ces décisions, à la date limite des transactions de l'année passée, ont été au détriment du futur de l'équipe. Mais sournoisement. Tu sais, il a dit en début de saison, Bergevin, que les jeunes avaient progressé, puis qu'on pouvait aller de l'avant avec la formation, puis qu'en série, c'est de la belle expérience pour les jeunes. Premier match, il n'y a pas un hostie de jeune qui a joué. Ouais. Voyons donc! ouais. Non, mais tu sais, tantôt, je disais, ça va être beau rire du monde, là. Puis tu sais, on s'entend, là, je suis pas un partisan du Canadien, comme, mettons, toi, tu l'es. Puis j'étais fâché. J'étais fâché de ça. Ça c'est sérieux. Puis tu vas l'être encore plus quand tu vas avoir des jeunes, parce que là, tu commences le scouting. Tu commences à regarder les jeunes jouer. Puis quand tu vas avoir un ou deux de tes préférés qui vont être repêchés par le Canadien puis qui vont se faire ramasser par les partisans, mais qui vont être mal utilisés par le Canadien, tu vas encore plus capoter. Tu vas encore plus détester cette équipe-là. Si t'as Sean Barron qui est repêché puis qui se fait ramasser comme Victor Mété, tu vas détester le Canadien. Mais moi, là, ça me prend une équipe préférée que je suis loin de la fanbase. Ouais. C'est carrément ça. Moi, c'est les fanbases qui m'énervent. C'est pas normal. Le Canadien gagne un match, le Canadien perd le deuxième match, on donne des observations à l'effet que tel joueur, ça a moins bien été, on se fait envoyer chier. Puis pas juste envoyer chier, là. On se fait insulter, puis c'est des attaques personnelles. Des vraies insultes, là. Puis ça, là, c'est fanbase du Canadien, c'est fanbase des Leafs. Oui, c'est ça, c'est partout. Ça peut être fanbase de Boston aussi. Vancouver sont intenses. Vancouver, Edmonton, qui sont allés de propos racistes envers Ethan Bear parce qu'il a fait une bourde sur le 4e but. Tu sais, toutes les fanbases ont des partisans beaucoup trop émotifs. Puis moi, personnellement, ça m'énerve. Fait que je suis quelqu'un d'émotif dans la vie, mais quand j'apprécie un club, j'aime pas ça voir des fans comme ça. Fait que moi, c'est pour ça que je suis un fan des Pens, parce que la fanbase est quand même assez tranquille. Il y en a des bizarroïdes, là, comme dans toutes les fanbases. Mais je me tiens loin de la fanbase, fait que tu sais, j'aime ça. Mais reste que
Tu vois On a quand même perdu en première ronde, là, au niveau des Penguins, mais... C'est une grosse ville de sport, tu sais. C'est peut-être un peu plus... le monde sont moins sur une équipe, tu sais. Peut-être qu'il y a moins d'extrêmes. Exact. Mais... Les Steelers, c'est très fort à Pittsburgh et tout. Fait que souvent, les Pens vont passer peut-être bien en deuxième. Il y a une équipe de baseball aussi. Hein. Ouais, les Pirates, c'est populaire, là, mais tu sais, c'est moins. Tu sais, ils ont moins eu de gloire, mettons. Tu sais, ils ont moins eu de. Tu sais, les Pens, ils ont pas mal de championnats. Puis les Steelers sont pas mal tout le temps dans les tops de la NFL. Je suis pas tant à la NFL, là, mais tu sais, je suis quand même capable de dire que les Steelers sont. Ouais, c'est ça, avec Big Burger, Roethlisberger. Sont pas mal tout le temps dans les tops, fait que c'est pour ça. Mais non, c'est ça. Tu sais, je trouvais. Tu sais, il y a pas. Montréal-Toronto, là, il y a une rivalité. Oui puis non. Là. La rivalité, là, c'est ces réseaux sociaux entre les deux fanbases. Exact. Tu le vois, ça glace. C'est carrément ça. Tu sais, quand Tavares s'est fait blesser par accident, on a vu quand même une partie des partisans qui étaient d'accord que c'était accidentel, il n'y a pas de problème. Mais de chaque côté, après ça, ça a commencé à être vraiment maladie. Surtout du Toronto, là, on a commencé à voir, bon, là, c'est la faute à Chariot. C'est la faute à Chariot, après c'est la faute de Perry, il a fait par exprès. Ça devient lourd, là. Non, tout le monde qui était sur la glace, à part peut-être Foligno, on sut que c'était accidentel, sacrément. Oh oui, clairement. Là. Sérieusement, si il y a des gens qui nous écoutent, qui pensent que ce n'était pas accidentel, puis ça me surprendrait qu'il y en ait qui pensent ça, mais mettons là qu'il y a des gens qui nous écoutent qui pensent que c'était volontaire de la part de Perry. Laissez-nous un commentaire, puis dites-nous les catégories de hockey que vous avez joué dans la vie, parce que je pense que toute personne qui a joué au hockey dans la vie comprend que c'était accidentel. Juste avoir le geste. Juste avoir le geste. Perry a réagi immédiatement après, comme pour éviter quelque chose. Tu sais, il y a eu une réaction, là, comme quand, mettons, tu te brûles sur ton four, là. Tu sais, tu te brûles, puis après ça, tu réagis. Ouais. Ça a été la même affaire. Perry, il a frappé à la tête, puis après ça, il a comme sursauté. C'était pas pour l'éviter, c'est qu'il a tellement fait le saut d'avoir pogné sa tête qu'il a comme fait un geste de se remonter, puis c'était évident que c'était un accident. C'était évident, puis tu sais... Ben non, puis les deux, tu sais, c'est des chums, là. Fait que... Non, il y a un joueur ensemble. C'est ça. Puis, tu sais, le geste de Foligno, je trouve ça dommage. Tu sais, je sais que Max il en a parlé à la radio pas mal, puis nous autres, on n'a pas eu l'occasion d'en parler ben en podcast, mais tu sais, le geste de Foligno, là, c'était totalement innocent. C'était innocent, puis c'est cave parce que ça vient teinter l'espèce de code, parce que ça, c'est pas le code. Là. On a eu des discussions là-dessus. Là. Ça, là, c'est pas le code. La décision de Foligno, c'est stupide, innocent. Il a pas réfléchi, pas en tout. Zéro. Il a fait ça sur le coup de l'émotion, je suis pas mal sûr. Puis ça, c'est pas des excuses, c'est une analyse de ce qu'il a fait de sans génie sur la glace. Puis c'est pas le code. C'est un code, là, c'est quand il y a un geste salaud qui demeure impuni, que tu dis c'est beau, personne ne fait rien, je vais aller défendre mon gars. Ça, c'est le code. Ça, je suis d'accord avec ça à l'occasion. Mais là, c'était pas le code. Puis c'était complètement stupide. C'était juste un gars qui, par après, à la fin de la game, il a essayé de se trouver une raison. Tout le monde t'est flat, ton capitaine est à terre, donc je leur remonte les gars. Ta gueule, man. Il y a personne qui te crie. T'es juste cave. T'es même Perry, il a même pas donné de coup de poing. Tu sais, beau, donne tes claques, là, je vais t'éviter, puis après ça, je vais me mettre à terre, puis ça va être funny. Hein. Ils ont pas gagné le match non plus. Non. Ils n'ont pas gagné le match, les Leafs. D'après moi, ça s'est parlé un peu dans le vestiaire, là, comme de quoi que Foligno, c'était un cave d'avoir fait ça. Là. Ouais, c'est clair. Parce que, tu sais, tu fais ça pour donner du momentum, puis finalement, tu passes pour un sans-génie. Là. Je suis pas convaincu que ça a redonné des ailes à son équipe. Je pense pas non plus. Ailleurs, dans la Ligue nationale, Pascal, on a eu des solides surprises. À moins que tu aies d'autres choses à rajouter sur le Canadien, je m'enligne vers d'autres choses. Je pense qu'on a déjà trop parlé. Ouais, mais écoute, 3 semaines sans faire de podcast, on avait des choses à dire. On n'a pas parlé de Caulfield. On n'a pas parlé de Caulfield. On n'a pas... Ouais, il va être bon. Il va être bon. C'est juste ça que Caulfield, il va être bon.
Je suis pas inquiet. Il va marquer des buts. Il va falloir qu'il police son travail à 5 contre 5, mais déjà, ça progresse. On peut pas l'évaluer en série, là. Tu sais, série, c'est une autre saison. Moi, j'ai hâte de le voir l'année prochaine. Puis le duo Suzuki et Caulfield, d'après moi, on en a pour 10 ans avec ça. Moi, c'est Canet, c'est le duo futur du Canadien. C'est clair. Faut juste y rajouter quelque chose. C'est la seule affaire. Drouin aurait bien fait, mais ça aurait été un peu soft là, comme ligne. Là. Mais un power forward avec eux autres, ça serait vraiment pas pire. Brady Tkachuk, ça aurait été incroyable. Bon, on va passer au... Bon, c'est bon pour ça, rien autre chose. Mais oui, tu sais, dans n'importe quelle équipe, t'as besoin d'un Brady Tkachuk. Ouais. Même s'il va te topper plus rapidement, peut-être, en termes de talent. Mais moi, s'il top là, je le prends dans mon équipe pareil. Il n'y a aucun problème avec ça. Ouais. Il serait le fun, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. On avait quand même pas mal de trucs à dire sur le Canadien, mais il reste qu'il y a quand même plusieurs équipes dans la Ligue nationale qui jouent présentement en série, évidemment. Les Oilers qui se font sortir en 4, question de profondeur, purement. Écoute, quand tu as un joueur que tu décides de donner 11 millions pour ce joueur-là, c'est ton joueur de franchise, puis que ce soit un joueur de 10 millions comme Price ou comme Bobrovsky ou peu importe, quand tu décides de donner ce montant-là, faut que tu construises autour. Il faut que tu sois en mesure, comme DG, d'aller te chercher des aubaines, de repêcher sur le sens du monde pour entourer ce gars-là. Puis présentement, c'est pas ça qui se passe à Edmonton. Il y a absolument rien. Il y a des jeunes qui sont en progression. Yamamoto, ça progresse, ça va bien, mais le pipeline reste pauvre là, à Edmonton. Fait que, il va falloir qu'il se revire de bord là, parce que t'as un Ryan Nugent-Hopkins que lui, ça se peut qu'il saque son camp là, cet été. Là. Ça peut très bien. S'il fait ça, c'est sûr que Dylan Holloway va bien faire dans cette équipe-là. Ouais. C'est le genre de profil de joueur qui va bien fitter dans l'équipe, puis je comprends de l'avoir sélectionné aussitôt. Là. Mais il va falloir qu'il se passe de quoi sérieusement avec eux autres, parce que là, juste un gardien de but, s'il vous plaît. Là. Parce que moi, au niveau de la défensive, tu sais, avec Clefbaum, t'as Nurse, t'as Bear, t'as Caleb Jones, Broberg, Evan Butchard. Fait que tu sais, Broberg, je suis vraiment pas un fan. Pas le déteste, là, mais j'y trouve aucune qualité quasiment à part qu'il patine vite en ligne droite. Mais c'est quand même pas mauvais là, comme pipeline puis comme défensive. Là, c'est pas mauvais pendant tout. Il y avait Barry cette année qui m'a tellement surpris au niveau de la production. J'étais tellement content de le voir aussi bon. Mais là, il va probablement quitter parce qu'ils ne pourront pas le payer. Non, c'est ça. Là, non, ils vont vouloir payer Nurse. Ils vont vouloir payer Nurse, puis Nurse, il a connu la saison pour se faire payer. Fait que je pense pas que Barry soit de retour. Non, je pense pas non plus. Puis même lui, je pense que dans les rumeurs là, qui avaient sorti les dernières semaines, il avait dit qu'il voulait probablement tester le marché pour avoir quelque chose de plus... Tu sais, il a le profil pour avoir un gros salaire ailleurs. Là. Il y a vraiment le profil du défenseur que tu veux dans ton équipe. Pas à cause qu'il jouait avec McDavid. Tu sais, oui, ça aide pas mal. Il y a peut-être 15 points de plus là, avec McDavid qu'il aurait eu ailleurs. Mais Christy, tu le veux dans ton équipe, ce gars-là. Là. Il va produire et il va faire marcher ton offensive. Je verrais Tyson Barrie atterrir à Seattle, moi. Ben, faut que... C'est comme agent libre, tu parles? Ouais. Ben, avec... Oui, pourquoi pas? Avec Giordano, ça pourrait... Ben, j'implique dire... J'insinue que Giordano va être pris à Calgary, là, mais tu sais, ça pourrait très bien être avec un autre joueur. Là. Mais pourquoi pas? Il y aurait moyen de le payer. Tu sais, il risque pas d'avoir une grosse masse salariale, là, Seattle. Là. Fait que, à moins qu'il décide de ramasser des gros contrats comme Vegas a fait. Mais moi, je dirais pas non. Ben, je dirais pas non plus. Écoute, Seattle, il y a moyen de faire de quoi avec ça, là. Même si leur chandail n'est pas tant top, puis il ressemble vraiment beaucoup aux Jets de Winnipeg. Il y a quelque chose à faire avec ça, c'est sûr et certain. Là. J'ai vraiment hâte de voir. Là. C'est le 28, pas le 28, c'est le 23. Le 21 juillet. Ça va être ça va être spécial comme soirée. On va s'amuser pas mal là-dessus, je pense. Ouais. On checkera, peut-être faire un petit podcast live. On checkera, si on a le temps. Ouais. Oui, pourquoi pas. Ah oui, un épisode live. Un petit improvisé. On checkera ça. Peut-être qu'on peut faire quelque chose de live. Là. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas si à quelle heure, ça doit être à 19 ou 20 heures de quoi de même. Ouais, sûrement. Ouais.
Sinon, ailleurs dans la Ligue nationale, t'as Boston qui a sorti les Caps. Comment t'as vu ça, cette expulsion-là? Écoute, je m'attendais pas, tu sais, même Boston au début de la saison, j'ai fait un texte, il me semble, l'année passée, comme quoi que le mur arrivait dans pas long. Je pense que c'est dans ma stratégie de repêchage. Dans le fond, j'étais en train de les préparer, là. Je fais un texte par équipe au niveau de ma stratégie de repêchage, qu'est-ce que j'évalue comme trou de leur banque de prospects et tout. Puis Boston, leur trou, la banque de prospects de Boston, c'est juste un gros trou. En fait, mais ils ont tellement un bon développement. J'en reviens pas encore de cette équipe-là. Le développement de Boston est incroyable. Cette année, là, tu sais, ce Barril, là, ça fait quelques années que, tu sais, ce Barril, quel choix de marde, pis ça, pis, tu sais, t'as Studnicka aussi qui a joué cette année, puis qu'il a quand même rendu des bons services à l'équipe. Ce Barril, il a joué... DeBrusque aussi. DeBrusque, ça a été plus dur un peu cette année, par exemple. Ouais, mais ça reste un joueur qu'ils ont développé, puis qui... Ouais, quand même ouais. Mais tu sais, ce Barril, pour vrai, c'est le meilleur exemple, je pense, avec toutes les blessures que Boston a eues. Ce Barril a fait la job solide. Tu sais, vraiment bien. Là. Ouais, puis tu sais, ce qui est étonnant, c'est que les trois joueurs, juste après ces trois joueurs-là qui ont été repêchés, t'as Barzal, t'as Chabot, puis l'autre qui m'échappe, là. Je me rappelle plus. Je me rappelle jamais c'est lequel. Fait que c'est à cause de ça que le monde, ils rient de ces trois joueurs-là, mais si tu les prends à part entière puis qu'ils développent bien, pourquoi pas, ils pourraient être très bons. Mais tu sais, quand tu prends ces trois-là puis tu sautes à côté de Barzal puis Chabot, t'as une bonne raison d'être vraiment fâché. Ouais, mais tu sais, en même temps, y aurait-tu pu les payer? Tu sais, il y avait déjà leur gros canon dans l'équipe. C'est pas si dommageable que ça. Tu trouves une façon, là, tu sais. Mais pour la série, j'ai été quand même étonné qu'ils sortent aussi rapidement Washington des séries. Je pense que je pense que c'est leur vétéran puis leur leadership dans l'équipe qui est vraiment plus sa coche que Washington. Ouais. Tu sais, Samsonov, là, quand il a mal joué, il a fait son erreur, puis ça a fait un but, là. Juste la façon qu'Ovechkin l'a ramassé devant toutes les caméras, là. À partir du banc, il criait après. Ça m'énerve. Tu sais, parce qu'il y a Ovechkin, on peut pas vraiment en parler, là, mais j'ai tellement pas aimé ça, là. Mais sais-tu quoi, Pascal? J'écrivais un texte là, sur Kuznetsov cet après-midi, ce matin, à l'effet que les Caps seraient ouverts à échanger Kuznetsov cet été. En fait, c'était pas direct, là. C'est genre Stephen Whyno qui a posé la question, est-ce que Kuznetsov pourrait être échangé cet été? Puis le DG a mentionné que la porte était ouverte, si ça peut aider le club, on serait prêt à le faire. Mais tu sais, c'était comme... Puis en même temps, après ça, il disait, tu sais, à part Backstrom, puis Ovechkin, puis des gars de même, il y a personne qui est intouchable, tu sais. Fait qu'il a comme généralisé par après. Fait que tu sais, on sait pas si c'est vraiment le cas, mais reste que Kuznetsov, cette année, il a été très décevant. Puis hors glace, là, c'était épouvantable. Et là, il y a eu un scandale de cocaïne en Russie. Ouais. Après ça, dans la bulle, les parties dans les chambres, puis les pool parties dans la piscine, puis donc avec Ovechkin, Orlov, Kuznetsov, Samsonov. Après ça, début de saison, éclosion de COVID chez les Caps. C'est qui est pogné parce qu'ils se sont réunis dans une chambre? Kuznetsov, Orlov, Ovechkin, Samsonov. Là, il va falloir casser ça à un moment donné parce que, pour vrai, j'appuierais pas les performances de Samsonov là-dessus, mais je trouve que le jeune gardien a tellement un gros potentiel, puis il a tellement été décevant cette année, que je pense que là, présentement, là, ça y sert pas là, d'avoir sa petite clique de Russes autour de lui. Là. J'ai un peu de misère avec ça, puis tu sais, en fait, c'est juste une évaluation de fait. Tu sais, c'est pas... c'est juste qu'à chaque fois qu'il arrive un mini-scandale avec les Caps, ça implique tout le temps les mêmes joueurs. Fait que, moi, je me pose des questions. Imagine-toi si ça arrivait ici. Que t'aies 3-4 Russes dans l'équipe puis qu'il y a une affaire de même qui sorte. Hey. Ce serait funny. Là. Oui, ça, Kuznetsov à Montréal. Là. Non, ça arrivera pas. Là. Il y a déjà eu de la coke. Non, c'est terminé. Là. Ça arrivera pas, Kuznetsov à Montréal. Là. Il va aller à Columbus ou bien genre limite Minnesota ou un autre
marcher dans l'Ouest, là, il va aller là, puis il va rester là. Floride, limite, même pas, en tout cas. C'est clair qu'il s'en vient pas dans le nord-est d'Amérique du Nord. Non, c'est sûr. Mais tu sais, Boston, je me souviens pas, je pense que c'est Taylor Hall qui disait ça en entrevue. Il disait qu'il avait jamais été dans une équipe avec un esprit d'équipe aussi forte que ça, avec les Bruins. Il avait besoin de ça pour sa carrière, ce gars-là. Ça marche. À chaque fois qu'il va dans une équipe, ça chie. Puis l'équipe, elle se ramasse avec un bon choix au repêchage. J'avais fait un texte là-dessus, justement. Comme quoi, la malédiction de Taylor Hall, à chaque fois qu'il se retrouve dans une équipe, il se ramasse avec un top 10 quasiment dans le repêchage. Tout le temps. Il était avec les Devils de New Jersey. Ça a piqué du nez. Il s'est fait échanger avec au Coyote, qui était quand même bon. Puis ça a piqué du nez. Ils sont ramassés en série à cause de la COVID, là. Mais il l'aurait pas été. Tout le temps, avec là, il s'est ramassé à Boston. J'étais comme, c'est clair qu'avec Boston, ça va bien aller. Boston, ils ont l'équipe. Tu sais, c'est une équipe, Boston. Tu sais, un des meilleurs capitaines de l'histoire de la Ligue. Ben, Bergeron, en ce moment, c'est le capitaine, si je me souviens bien. Ouais. Mais avant, c'était Chara. Mais tu sais, c'est pas mal deux capitaines, là. Fait que t'es un des meilleurs capitaines de l'histoire de l'organisation avec l'équipe. Fait que je suis pas mal sûr que si Bergeron, il se lève dans la chambre et il dit « Hey, ta gueule », le gars, il ferme sa gueule. Ouais. Mais tu sais, on l'haït Marchand. Ben, je dis, moi, je l'haïs pas, là. Mais tu sais, plusieurs partisans du Canadien haïssent Marchand. Je suis convaincu que ce gars-là, c'est un Christy de bon leader. Je suis convaincu. Tu sais, moi, je suis pas les potins, puis je suis pas là-dessus tant que ça, là. Puis, mais j'ai genre un feeling que Marchand, là, c'est le genre de gars là, qui est le premier dans le gym, le dernier sorti, premier sur la glace, dernier sorti, puis il a beau faire des affaires sur la glace qu'on se dit ça n'a pas de bon sens, mais c'est toujours avec l'arrière-pensée de vouloir gagner, puis je pense que ses coéquipiers le savent. Puis je pense que ça amène un certain respect dans le vestiaire, la façon qu'il fait ça. Mais je pense que Chara et Bergeron l'ont sûrement aidé dans sa deuxième partie de la vingtaine, dans 25 ans et plus. Parce que tu sais, l'affaire de licher à la face des autres joueurs, ces affaires-là. Quand il joue au hockey, ce gars-là, c'est un des meilleurs dans le national de hockey. Même si on le déteste tout, on le prendrait. Moi, je le prends demain matin dans mon équipe de hockey. 8 millions, 9 millions, pas de problème, sérieusement. Je te prends tout de suite dans mon équipe. Puis je te veux sur le premier trio. Let's go avec Suzuki puis Caulfield. Let's go. Je te prends tout de suite. Mais ça, c'est depuis qu'il joue au hockey. Quand il a commencé à jouer comme il faut, là, ben sa production offensive va augmenter en mongol. Puis je sais pas si ça concorde avec les Olympiques que joue avec Crosby puis tout le monde. Hey, mais man. Il y a un déclic qui s'est fait, puis ça a fait boum. Puis wow, quel joueur de hockey. Pascal, tu m'amènes exactement là où ce que je m'en allais. Ben, par j'ai pur hasard. Je t'ai parlé de Crosby. J'ai parlé de Crosby. Non, mais par pur hasard, c'est parce que tu sais, on parlait de Marchand puis tout, puis j'ai eu la discussion avec un de mes bons chums récemment, puis je trouvais tellement son observation bonne que je t'avais quasiment de l'embaucher pour écrire sur notre site, là. Mais c'est vraiment à partir du championnat mondial que Marchand, là, ça a explosé, là. Tu sais, avec les Bruins, là j'ai les stats devant moi. Là. Saison 2015-2016. Il a marqué 37 buts, 61 points en 77 matchs avec les Bruins. C'était pas mal sa meilleure saison en carrière. Avec Team Canada, il est arrivé là. Puis, je me souviens pas c'était qui le coach. Mais je me rappelle que j'avais lu des choses au sujet que, dans le fond, Marchand, il allait être utilisé comme un joueur offensif dans ce tournoi-là, puis qu'il oublie tous les aspects de peste puis tout ça, puis que toi, tu as du talent offensif, puis on va exploiter ça. Puis avec Team Canada, il avait vraiment bien joué. Il avait fini avec 4 buts, 3 passes, 7 points en 10 matchs. La saison d'après, c'est là qu'il a explosé. Il a littéralement explosé. Il a 85 points en 80 matchs. Je pense que ça a été ça le déclic, comme tu disais. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait que il a commencé vraiment à être dominant offensivement. C'est à partir du championnat mondial. Tu sais, moi, le Marchand que je détestais, c'est le Marchand, mettons, en série contre le Canadien, le petit point d'en face à Thomas Plekanec pendant que l'arbitre est tourné, le lichage d'en face. Ces affaires-là, ça me pue au nez. Mais
sacrément qui est bon. Ouais. Tu sais, c'est un autre genre de peste que, mettons, Brady Ketchuk. Brady Ketchuk, là, il répond de ses actes. Marchand, c'est très rare. Quand j'avais vu Subban ramasser Marchand avec sa mise en échec de dos, là, je sais pas, il y a juste Subban qui est capable de faire ça. Wow! Quel moment de télévision, sérieusement. On était tous vraiment contents. Mais c'est le même genre d'affaire qu'il va avec Brady Ketchuk, sauf que attends-toi pas à être capable de frapper Brady Ketchuk autant que tu es capable de frapper Marchand. Et c'est ces deux genres de pestes qu'on va voir pendant vraiment longtemps contre Montréal, puis qu'on va dire « Maudit que j'aimerais ça l'avoir dans mon équipe ». Tu parlais de Crosby tantôt, Pascal. J'ai une petite opinion là-dessus, mais comment tu vois l'élimination, encore une fois, des Pens en première ronde? Écoute, en saison, j'étais tellement étonné parce que moi, je les voyais pas en série. Je pense pas que tu les voyais en série non plus. Non, je les voyais pas en série, moi non plus. Ouais. Avec toutes les décisions bizarres qu'ils avaient faites au niveau des échanges, les premiers choix échangés, ces affaires-là, tu sais, j'étais comme, bon, le mur s'en vient pour eux autres. Puis comme encore une fois, comme avec Boston, ben, je me suis fait piler dans la face. Mais en série, ils choke première ronde des séries. Donc là, je pense qu'un gardien de but digne de ce nom va être nécessaire. Là, s'ils vont chercher Mike Smith, une affaire de même, je vais rire je vais rire en maudit. Mais j'ai écouté 3 matchs, je crois, de cette série-là. Puis Christopher Le Temps m'a tellement déçu. Là. Ouais. Tellement déçu. Là. Des mauvaises décisions, des pénalités, pas des pénalités, mais des gestes de frustration. Quelle série difficile pour lui, sérieusement. Là. L'équipe commence à s'essouffler là, solidement. Il va falloir que le déclic se fasse, là, pas reconstruction, mais un reset au pire avec certains échanges pour OK, on fera pas les séries, mais on peut quand même. Mais t'as Crosby, t'as Malkin. Tu peux pas faire ça, là. Mais il va falloir que ça se fasse une m'amener. Il va falloir que la discussion se fasse, là, parce que ils vont avoir de la misère à refaire les séries et aller plus loin dans les rondes. S'il n'y a pas une décision qui se fait quelque part, là. S'il y a un gars qui peut convaincre Mario Lemieux d'échanger un gros canon de l'équipe, c'est Brian Burke. Je pense pas qu'il soit là pour rien. Je pense que Ron Hextall est une excellente tête de hockey en tant que DG. Il l'a prouvé avec Philadelphie. Il est arrivé là avec un noyau déjà établi, puis il a trouvé le moyen d'aller chercher des joueurs pour le pipeline, puis il est allé chercher des joueurs aussi qui étaient bons pour produire immédiatement. Moi, Hextall à Philadelphie, j'ai trouvé qu'il a fait une job solide. Il s'est fait tasser pour une idéologie différente avec Paul Holmgren qui est le président. Dans le fond, pour faire une histoire courte, c'est que Ron Hextall voulait pas monter Carter Hart dans la Ligue nationale tout de suite. Mais Paul Holmgren, avec l'alignement offensif qu'il avait sur la glace, lui, il voulait un gardien tout de suite. Fait que lui, il voulait que Carter Hart vienne. Hextall voulait rien. Puis on s'entend, Hextall, il a quand même l'expérience, je pense, là, au niveau des gardiens de but. Là. Ouais, il est quand même pas mauvais. Il est pas mauvais. Là. Il était surtout pas mauvais pour se battre. Mais c'est il a fait ses classes, ce gars-là. Là. C'est ça. Puis moi, je trouvais que de garder Hart en Ligue américaine était une bonne chose. Parce qu'un gardien de but que tu rushes dans la Ligue nationale, ben il faut pas que tu t'attendes à ce qu'il soit constant en partant. Et si tu l'amènes numéro 1 direct, ben il faut que tu sois capable de d'accepter qu'il sera pas constant, qu'il sera pas fiable tout le temps. Puis les Flyers avaient pas la défensive pour compenser le fait que leur gardien allait pas être constant. On l'a vu cette année. C'est ça. On l'a vu cette année. Cette année, ça a été très éloquent cette année. Puis souvenez-vous de Price. Ouais. Ça a été long avant qu'il soit Price. Là. Ça a pris quelques saisons. Il y avait des petites rumeurs aussi en dehors de la glace. Mais ça, on s'en fout. Là. Sur la glace, c'était pas top. C'est pas pour rien que le monde aime encore Halak. C'est parce que dans ce moment-là, Halak, il était bon en maudit. Là. Ben, il était pas constant non plus, mais il était plus que Price. Fait que les jeunes gardiens de but, c'est tellement important de prendre son temps. Tu sais, Primo, là, je suis tellement content en ce moment qu'il soit avec Bouchard et qu'ils font jouer au fond. On l'a vu cette année, il est pas prêt. Là. Il est vraiment pas prêt à prendre la place de Price ou même de Allen. Tu sais, il faut qu'il joue à fond une autre saison
complète dans la Ligue américaine, dans la Ligue américaine, pour ensuite peut-être avoir un poste de deuxième gardien de but dans la Ligue nationale de hockey. Là. Quand il va arriver dans la Ligue nationale de hockey, Primo, il va être le deuxième à Carey Price, mais Carey Price va être rendu à quoi? 36 ans? Et que là, il va pouvoir diminuer sa charge de travail pas mal. On va pouvoir avoir un duo de gardiens de but à la place d'avoir juste un gros gardien de but qui roule 60 matchs puis qui est blessé tout le temps. Non, c'est ça. Je suis content. Ça me dérangerait pas. Écoute, comme on en a parlé avec Monsieur Simon Servant de la presse canadienne. On l'a encore nommé. On l'a encore nommé. Il est quand même très compétent. Là. Ça serait pas étonnant que le Canadien y aille avec un gardien de but cette année très tôt dans le repêchage pour assurer la relève. Puis quand il m'a dit ça, j'étais comme non. Mais avec le recul, ça fait du sens. Est-ce qu'ils vont avoir les couilles de le faire? Je sais pas. Mais si tu échanges Drouin contre un autre choix de première ronde, ça m'étonnerait pas non plus. Avec un autre choix de première ronde, je serais pas en désaccord, mais je trouve que de prendre le 17e choix puis de repêcher Sébastien Cossa, je pense que ce serait un gaspillage. Puis je comprendrais les partisans d'être fâchés. Moi aussi. Mais on faudrait voir dans 5 ans. Ouais. Mais je pourrais comprendre le Canadien de le faire, de pull the trigger. Parce que de toute façon, tu as 2 autres choix de deuxième ronde qui tu pourrais choisir des bons joueurs pareils. Fait que je pourrais comprendre qu'il le fasse cette année. Mais je le ferai encore plus s'il y avait un deuxième choix de première ronde. Mais ça, on n'a pas pour l'instant. Puis on dirait que Bergevin, c'est pas un friand d'avoir 2 choix de première ronde. Ouais. Puis là, tu sais, avec Drouin, qui est pas mal sur le bord de la porte, on va se le dire. Moi, c'est un individu que j'adore. C'est pas un joueur que j'adore beaucoup. Parce qu'il y a eu un problème de progression avec le Canadien. Il y a pas de progression avec le Canadien. Ça marche pas. Ça marche juste pas. Peut-être avec un autre coach, ça marcherait. Mais avec la pression montréalaise et tout, je pense pas qu'il y a le profil du joueur qui va être capable d'avoir une grande carrière ici. Je l'enverrai au Colorado, je l'enverrai ailleurs pour qu'il s'épanouisse plus. À Edmonton même. Ça serait malade à Edmonton. Mais bref. J'aimerais bien ça avoir un deuxième choix de première ronde, même si c'est pas un draft super top. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, parce que tu sais, Wallstead, pis là on divague un peu, mais tu sais, Wallstead, il se rendra pas au Canadien, c'est pas mal sûr. Fait que tu sais, le prochain gardien qui va être disponible, c'est Cossa. Tu sais, je prends Cossa avant Dobush. Oui. Tu sais, mettons dans la hiérarchie, mais bien loin avant Dobush. Sauf que, est-ce que ça vaut la peine de dépenser ton choix de première ronde si t'en as juste un pour un gardien, tu sais? Exact. Je penserais pas. Ça dépend de ton pipeline. Parce que vu que les Canadiens, ils n'ont pas de... je trouve qu'ils ont un trou à droite en défensive. Présentement. Ils ont un manque de talent aussi. Hein. Caulfield était le joueur le plus talentueux du pipeline. Mais après ça, t'as pas de feu d'artifice, mettons. T'as juste du monde correct. C'est ça. De milieu de formation puis de profondeur. Ça manque de oomph. Ça manque de... Ouais. C'est ça. Ça manque de chercher chien. Ça manque de chien, c'est ça. Fait que là, les 2 prochains repêchages seraient pas mal plus intéressants, mais les Canadiens ont décidé de faire des séries à tout prix. Fait que c'est pas vrai. Fait qu'on va parler sûrement de la liste de la centrale. Ouais, ben on peut basculer à ça. Dans le fond, avant de switcher à la liste, je vais juste conclure le point avec les Pens. Parce qu'on parlait de ça à la base. Puis c'est bien correct qu'on ait divagué. Moi, j'adore ça quand la discussion va dans tous les sens. Moi, j'adore ça. Mais tu sais, pour les Pens, je parlais qu'Extall, c'était la personne, puis Brian Burke, c'était les personnes les plus en place pour procéder à une grosse transaction. Le temps, tu l'as dit, les séries, bof, il était moyen. Je pense pas que sa valeur est très haute présentement. Malkin, sa valeur est très haute. Je pense que les 2 personnes en place dans les bureaux sont en mesure de convaincre Mario Lemieux de passer à un autre chapitre, puis ça passe par une transaction d'Evgeny Malkin, je pense. Bon, enfin. Puis, on est en audio, c'est plate, mais Pascal peut en témoigner.
direct à ma gauche, j'ai un gilet de Malkin affiché sur mon mur. Fait que c'est très absurde de dire ça, mais écoute, je suis juste réaliste. Je pense qu'on est rendu là à Pittsburgh. Avant que Malkin soit trop vieux pis inintéressant pour une équipe, je pense que c'est là. Puis, by the way, Toronto vient de scorer. 3-2. En avantage numérique. J'ai pas vu c'est qui a scoré, mais ça me semble même Jake Muzzin, parce que la caméra est ciblée sur lui. Mais bref, 3-2 pour le Canadien toujours. Toronto vient de marquer un but. Mais pour Malkin, là, je suis d'accord avec toi, ça fait longtemps que je veux qu'il parte de là. J'ai jamais aimé ça, Malkin. J'ai jamais vraiment trippé ce gars-là. Il y a tout pour être le meilleur joueur. Mais il n'y a pas de cœur. Ça m'énerve. Ouais. C'est pas encore une fois, c'est absurde de dire ça, là. C'est pas mon joueur élite préféré dans la ligue, là. Mais j'ai quand même son gilet affiché sur mon mur, là, parce que je suis un gros fan des Pens, pareil, mais parce que j'ai juste trop de gilets de Crosby, fait qu'à un moment donné, il faut que je varie aussi. Mais j'aime pas particulièrement le style à Malkin. C'est pas un puck carrier, c'est pas un sniper. Ben, c'est un sniper. Un sniper. C'est parce que souvent, il joue le rôle de puck carrier, mais il me fait beaucoup... en fait, ça serait injuste de dire que Malkin me fait penser à Galchenyuk, fait que je vais dire que Galchenyuk me fait penser à Malkin. Non, mais tu sais... J'étais sûr d'aller là, parce que moi aussi, depuis qu'ils ont repêché Galchenyuk, je le liais à Malkin. Il joue pareil comme Malkin. C'est le même style. Il rentre dans la zone, les pieds dans le béton, bouge les épaules un peu. C'est juste que Malkin, il a peut-être un peu plus la vision, les mains puis le tir pour un peu plus. Ouais, c'est ça, c'est dans ma façon de parler, mais un peu plus, je voulais dire extrêmement beaucoup plus. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas un style qui m'intéresse tant que ça. Puis je pense que pour le bien de la franchise, à un moment donné, il va falloir tourner la page. Puis, tu sais, honnêtement, calvaire. C'était quoi l'idée de laisser partir Fleury? Je suis tanné de ça. Ça me fait mal au cœur. Je le vois gauler à Vegas, pis ça me fait mal au cœur. Mais tu sais, je comprends le move. Je le comprends, là, le move, là, mais c'est parce que là, Murray est rendu à Ottawa, puis il est pourri, puis là, on est pogné avec Jarry. Tu sais, ça me fait capoter le chaînon de cette décision-là, comment ça a mal viré, là. C'est... Autant que je comprends la décision initiale, autant que la finalité, là, je trouve ça dégueulasse. Je suis d'accord avec toi. Bref, assez parlé des Pingouins parce que je pourrais autant en parler qu'on a parlé du Canadien. On va sauter dans notre dernier bloc du podcast. On va parler de la liste de la centrale de scouting de la NHL. Une liste qui est habituellement un peu différente des observateurs de talent qu'on voit, mettons, sur Twitter ou de quoi de même. Tu sais, souvent, ils sortent des takes un peu, on se demande, tu sais, voyons, pourquoi qu'ils voient ce joueur-là. Cette année... tu lui joues? Cette année, c'est incroyable. Je sais pas si c'est parce que j'observe plus les joueurs cette année puis que je me concentre vraiment plus à faire un ranking, mais la liste là, de la centrale, je la comprends pas. Je la comprends vraiment pas. On va commencer tout de suite. Owen Power, numéro 1 dans les patineurs nord-américains. Je pense que ça, c'est assez unanime à notre niveau, là. On en a parlé dans notre épisode du mid-ranking. Deuxième meilleur patineur nord-américain, Pascal. Mason McTavish. Ouais, le gars que j'avais pas classé. Je reconnaissais son talent, c'est juste que j'avais regardé 2 matchs, je pense, en Europe. Fait que j'étais pas capable de comprendre ce joueur-là, de le comprendre comme il faut. Puis après ça, j'ai écouté le championnat du monde junior. Puis j'ai réécouté des matchs là-bas, là, en Europe. Puis j'ai compris ce joueur-là. Puis ce que j'ai compris, c'est que c'est tout qu'un joueur de hockey. Tu le veux dans ton équipe, ce gars-là. Il y a du poil partout dans la face. Il est frisé. Mais quel shot! Ouais. Quel centre complet. Ben, pas le plus physique du monde, mais il a le profil pour l'être
Oui. éventuellement, quand il 6 va, pieds quand il 1, va jouer 207 plus pro. livres. Ouais, tu sais, il y a le profil pour, mais est-ce que ça va être ça plus tard? T'sais, en Europe, c'était pas ça pendant tout, parce que en Europe, il jouait-tu en Slovaquie? C'était en Slovaquie qu'il jouait? C'était Je me rappelle plus. c'était avec le EHC Olten. C'était en Swiss League. En Suisse. Ouais. Avec Altman. En Swiss League, c'est pas physique pour 2 secondes. C'est très serré comme jeu. C'est pas offensif pour 2 secondes. Donc, quand je le regardais jouer, j'étais comme, j'aime pas cette ligue-là. J'avais regardé Altman pas mal. J'avais mieux aimé parce que c'est plus un joueur qui joue en ligne droite, rapide. Bref, puis qu'il ressortait plus. Mais dans les matchs que je l'avais vu, mais McTavish, une fois que je l'ai vu jouer au youth, au championnat du monde des moins de 18 ans, OK, non, c'est tout qu'un joueur de hockey. Oui, ils ont dominé certaines équipes, là, mais en dehors de ça, tu le vois, c'est quel joueur de hockey. Puis je disais souvent qu'il n'y a pas de centre dans encore une fois, c'est un take que Simon Servant voulait m'étrangler, mais je disais qu'il n'y avait pas de centre dans le top 10 à part Matthew Benier. Mais c'est faux. T'as quand même Cole Sillinger, puis t'as surtout Mason McTavish. Puis c'est clair qu'il va sortir haut, à cause que c'est un centre, puis il n'y en a pas gros cette année. Mais est-ce qu'il va sortir deuxième nord-américain? Je le sais pas. Ça pourrait arriver. Une équipe qui a besoin de centre, ça pourrait arriver qu'ils le prennent dans le top 3, mais c'est quand même wild comme take, là. McTavish, moi, présentement, là, je sais pas si mid-ranking, je l'ai-tu classé? Je pense que tu l'as mis bas, assez bas. Je l'ai mis bas, ouais. Je l'ai mis... Attends un petit peu, là, je l'ai ici. C'est 22 ou 14. Je l'ai mis 30e. 30e. 30e, puis ça, c'était en fonction des matchs que j'avais regardés en Suisse. Puis là, avec les derniers matchs que j'ai regardés de lui, dans le fond, dans les derniers tournois, je l'ai monté 18e. Je l'ai 18 présentement. Fait que... Il est dans le top 12. OK. Quand même. Mais tu sais, en même temps... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je l'ai écouté... dans le fond, j'ai écouté les matchs de... C'est-tu 18? Ouais. Hey, ça fait un mois que j'ai pas écouté d'espoir. Je suis quand même assez en retard. Mais pendant le U18, ça a bougé pas mal, mon classement. Puis, mais McTavish va être assurément dans mon top 20. J'ai juste été surpris de le voir deuxième dans la liste centrale scouting, surtout considérant les joueurs qui sont en bas de lui. Tu sais, je regarde présentement Matthew Beniers, il est 6e. Ça pour moi, c'est une grande insulte pour le joueur. Je suis content de voir Matthew Coronato 9e. Je suis content. Moi aussi, ça, j'étais content aussi. Parce que ça fait un bout, hein. On a écouté pas mal de... Ouais. C'est ça. Ça fait un bout qu'on en parle avec les boys là, qu'on partage nos observations. Ça fait un bout qu'on l'a scouté, ça fait un bout qu'on l'a ciblé, puis je suis content qu'il y ait enfin la reconnaissance qui se doit. Mais, tu sais, il est 9e, puis Cole Sillinger est en arrière de lui. Tu sais, qui est à mon avis, Sillinger a peut-être plus d'upside que Coronato. Plus d'upside, plus complet. Ça dépend. Ouais, ça dépend comment tu perçois le joueur. Moi, je pense que je prendrais Sillinger avant Coronato, mettons. Moi aussi, je me prendrais solidement avant. Puis t'as Hotman juste en haut. T'as Hotman juste en haut de Coronato, puis Sillinger. Puis Lucius, même. Puis moi... Fait que ça, j'en comprends. Moi, tu vois, Lucius, je suis quand même à l'aise avec son 12e rang dans la centrale. Je le mettrais peut-être même un peu plus haut. Mais Hotman, 8e, je comprends pas. Là. Pour vrai, je doute vraiment qu'il l'ait vu jouer en Suisse. Là. Parce que pour moi, en Suisse, c'était vraiment très linéaire, ses attaques. Puis, tu sais, du moment qu'il y avait un peu de pression, il était pas capable de changer de direction puis tout. Fait que c'était assez facilement neutralisable, ses attaques. Ça me dérangeait un peu, je dirais. Faudrait que je regarde. Au moins 18 ans, il a très bien sorti au mois de 18 ans, mais c'était encore ça, un joueur de ligne droite. Ouais. Je le vois fin première ronde, je le vois pas là avant Coronato, Sillinger, Lambos, Lucius, même Corson, Colemans. Colemans, je suis content de le voir là. Si je l'avais pas classé dans mon mid-ranking,
Parce qu'encore une fois, il jouait dans une compétition un peu difficile. Fait que oui, il y a des upsides vraiment intéressants au niveau de la mobilité, puis c'est un défenseur droitier en plus. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis quand je l'ai vu au U18, dans le fond, championnat des moins de 18 ans, j'ai plus compris le joueur qui est, puis que j'ai dit, OK, bon, ça, c'est un très bon joueur de hockey. Tu sais, oui, il y a quand même le bust potential assez élevé, mais le boom est là vraiment beaucoup aussi. Il pourrait vraiment être un très bon top 4 droitier pour jouer sur l'avantage numérique, sur leur premier avantage numérique. Je suis quand même content d'avoir haut, puis je l'ai augmenté aussi. Puis c'est une de mes cibles pour le Canadien de Montréal. Ben, moi, Hotman, je l'ai pu dans ma première ronde. Ben, en fait, je vais aller voir, là. Je pense que je l'ai. Je l'ai fringe. Je l'ai fringe première ronde. Je l'avais pas là. Je l'avais pas en première ronde. Moi non plus. Mais avec le championnat du monde, j'ai un peu plus compris c'est le genre qu'il était. Puis il y a des bons outside. Un peu comme Tuomala, qui est dans ces environs-là aussi. Là, mais peut-être un peu plus bas, Tuomala, parce que je trouve que c'est juste un shot, Tuomala. Il y a un shot, puis c'est juste ça. Ouais, et Hotman a quand même plus de méandres, mettons. Mais un autre joueur que je vois un peu plus haut, mais c'est évidemment Pastujov. Ouais. S'il tombe, s'il glisse, là, c'est mon joueur. Ah, c'est mon joueur. Là. Je le veux que le Canadien. S'il glisse, je le veux. C'est une de mes cibles, ça, c'est sûr et certain. En dessous de Bourgault, en dessous de Bolduc, je suis pas d'accord, mais je peux comprendre. Et Wyatt Johnston, que je suis pas sûr de son classement non plus. Un bon tournoi, mais pour... Johnston, je l'ai juste vu dans le U18, puis tu sais, j'ai pas terminé encore tous les matchs, là. Il me reste encore 2 matchs de, tu sais, des bonnes combinaisons, tu sais. Honnêtement, Canada contre Suisse, tu sais, je regarderai pas, là. Il me reste la finale à regarder. Tu sais, même si je sais c'est quoi l'issue du match, je veux regarder le match pareil. Ouais. Puis dans mes matchs à regarder, j'ai la finale. J'ai un autre match, là, je sais pas, je pense que ça implique la Suède. Je voulais revoir Edvinsson, puis Lissell, puis Rosen et Stormgren. Stormgren qui a connu un solide tournoi, là. Oui. Mais c'est ça, j'ai pas... tu sais, Wyatt Johnston, je l'ai vu dans le U18, mais j'ai pas nécessairement accroché. Oh, shit! Désolé, mais c'est 3-3. Ah non. Eh oui. Puis la face de Gallagher au banc est atroce. Il a l'air d'avoir un peu de désespoir dans sa face. C'est Galchenyuk qui vient de scorer. C'est-tu vrai? Ah ben, je suis en train de voir la replay. Oh là là. Mais ça se peut-tu que ça soit un... Ouais, je pense que c'est un tip-in de Muzzin, par exemple. OK. Ouais, c'est un tip de Muzzin. Mais bref, Galchenyuk continue de faire mal aux Canadiens, on va se le dire. Mais bref, il aurait peut-être fallu que le Canadien le repêche. Ah, c'est ça. Un des joueurs que j'étais content de voir assez haut en Amérique du Nord, c'est chez Boyum. Ouais. Guillaume, chez Boyum. Puis ça, c'en est un que... La majorité du monde, ouais. C'en est un, là, que... Tu sais, je disais que j'ai des tâches à réaliser avant de soumettre mon final, puis j'ai quand même encore... Tu sais, je pense pas être capable de doubler mes visionnements pour les joueurs versus mon mid par manque de temps. Mais Boyum, c'est un joueur que présentement, il pourrait stepper in dans ma première ronde. Puis je suis content de le voir quand même haut dans la Central. Ouais, puis on le voit souvent en 3e ronde par du monde. Puis je suis comme, vous l'avez-tu vu jouer? Il est vraiment bon. C'est vraiment un bon joueur de hockey, très complet, avec un petit quelque chose en attaque puis en mobilité qui m'intéresse vraiment beaucoup. Comparativement, mettons, à Logan Mailloux, qui est Mailloux, comme on disait, commentateur en Suède. En Suède. J'aime vraiment plus l'upside de Boyum. Sean Barron, c'est un peu bas, mais je comprends. Il était 5 et 10, 177 livres. Ah, mais tu vois... Regardez-les jouer sérieusement. Mais tu vois... tu vois, Sean Barron, il est 24e nord-américain, mais il est quand même au-dessus de Samoskevich, que ça m'a quand même surpris. Il est au-dessus de Zach Lheureux, que plusieurs mettent très haut en première ronde. Puis il est au-dessus de Logan Stankoven. Ouais. Fait que ça, moi, Barron, j'étais pas malheureux de le voir où c'est qu'il était, là. J'étais quand même content, là. J'étais comme, je suis pas tant dans le champ que ça avec lui, là. Mon petit préféré. Non,
Non, exactement. On n'est pas dans le champ pendant tout, parce que je l'ai haut. Je l'ai même augmenté dans ma liste. Je l'aime trop. Au C'est U18, trop bon. honnêtement, après le U18, faut que ce gars-là monte dans les listes. Là. Ben, tu sais, je serais pas en désaccord qu'il monte pas, là. Mais, tu sais, moi, je suis quand même un peu hype, là, présentement. Puis, tu sais, après le U18, je l'ai monté, il est rendu 20e. Ouais, il est dans ces entours, il est dans ces entours-là aussi. C'est ça. Il est dans Ben, ces environs-là aussi. tu sais, là, je m'amuse à dire sont rendus où parce que moi, mon ranking est quand même évolutif. Là. Tu sais, je finis, mettons, une série de 3-4 matchs qui impliquent plusieurs espoirs. Puis là, je regarde mon ranking, je fais OK, après tant de matchs, là, je vais réajuster puis tout. Fait que, tu sais, je dis qu'il est 20e, mais ça se peut qu'il finisse un peu plus bas, un peu plus haut. Ça va dépendre du restant de mes travaux jusqu'au draft. Là. Mon ranking, je le bouge pas souvent. Dans le fond, je dis que j'allais bouger parce que je l'ai fait hier. Dans le fond, je le fais juste avant de publier un texte. Mettons, je dis, OK, j'en fais un début de saison. C'est jamais arrivé d'en faire un début de saison, mais un demi-saison, mettons, je le fais pour que ce soit frais dans ma tête. Je le fais juste avant de publier. Après ça, là, je n'ai fait un de fin de début de série, dans le fond, pour être capable de faire comme il faut mes textes de stratégie de repêchage, mais je ne publierai pas. Je vais publier juste avant le repêchage Okay. ma liste avec un mock draft aussi après. Mais je vais la retravailler à ce moment-là quand je vais avoir écouté toutes les matchs que je veux écouter. Mais bon, bref. C'est en Amérique du Nord, Tristan Bras qui est pas mal haut qu'il faut, Dylan Duke qui est loin un peu. Ouais. Mais Matthew Nyes, que j'aimerais ça le voir plus haut, mais je suis content qu'il soit là. S'il est disponible en deuxième ronde, moi, puis que le Canadien il prend comme Michak l'année passée ou Alex Stock, je vais vraiment être content. C'est le genre de joueur en plus qui plaît sûrement à Timmins, fait que pas mal sûr qu'il va être pris à ce moment-là. Un autre que j'ai bien apprécié, qui était... on peut conclure avec les Nord-Américains avec lui, là, mais j'ai bien aimé ça, voir Ryan Ofco au 43e. Ouais. Tu sais, en haut de Zellweger, qu'on dirait que depuis le U18, c'est comme la saveur du moment. Puis, tu sais, Ofco est pas si loin de Scott Morrow que plusieurs personnes ont en première ronde. Il est pas loin d'Ayrton Martino aussi, qui est un joueur que tu apprécies beaucoup. Il est pas loin de Justin Robida. Moi, pas que ça m'a convaincu, là, parce que reste que la centrale, ils ont leur vision, puis moi j'ai ma vision, puis je vais m'en tenir à ma vision. Mais je suis quand même content de voir qu'Ofco, il pourrait être ciblé autour de la deuxième ronde, autour, début deuxième, milieu de deuxième. Mais tu sais, moi, je l'ai fin première là, présentement parce que je l'aime bien. Mais tu sais, Ofco puis Reshock puis Martino, c'est le genre de joueurs que tu vas ramasser en deuxième ronde parce qu'ils ont une belle qualité, mais c'est pas les plus complets. Surtout Martino, tu vois, Ofco est quand même assez complet. Ouais. Mais tu sais, c'est le genre de joueurs que tu vas peut-être pouvoir pogner en troisième, puis peut-être même en quatrième ronde, comme Sean Farrell de l'année passée pour le Canadien. Ouais. Très talentueux, excellent joueur junior, mais on sait pas ce que ça va donner. Ayrton Martino, c'est le meilleur exemple pour ça. Un gars élite en offensive au niveau junior, mais tu sais pas ce que ça va donner. Puis Ofco, corps arrière pour la meilleure équipe dans USHL. Donc, c'est une équipe pactée. Fait que tu sais pas si ça va être ça dans une équipe un peu moins bonne. Non, c'est ça. Fait qu'on va voir. On passe-tu à l'Europe? Ouais, l'Europe, puis tu sais... parenthèse rapide là, pour les gardiens, on fera pas le tour. Là, en Amérique du Nord, c'est Cossa qui est premier, Benjamin Gaudreau qui est deuxième, qui goalait pour le Canada dans le U18. Puis il y a Tristan Lennox aussi, il y en a peut-être qui connaissent, qui goal pour Saginaw dans la OHL. Sinon, Wallstead qui est européen chez les goalers. Le reste des goalers, je pense pas qu'on les a scoutés, Pascal. Fait que on va passer directement. Moi, j'ai scouté Olivier Adams. Olivier Adams de Blainville-Boisbriand, que je l'aime bien. Mauvais contrôle des retours, surtout. C'est un très bon gardien de but. Mais tu le prends pas en deuxième ronde. Puis j'ai regardé aussi Alexei Kolozov, 5 matchs. Mais du gars de 6 pieds 1, 185 livres. Je pense pas qu'il va avoir une grande carrière, mais ça se pourrait très bien. Là. J'ai tellement pas porté attention aux gardiens, pour vrai. Là. Ben, moi non plus, j'en ai regardé 5 ou 6. Là, fait que... Ouais. Ben, sinon, chez les patineurs européens, ben évidemment, il y a William Eklund qui est premier. C'est pas, pour moi, c'est pas une surprise. Simon Evanson qui est deuxième, ce n'est pas une surprise pour moi non plus. La surprise se trouve au troisième rang. Ouais, à tout.
ou Atu Rati, comme Ou Aturati. en Finlande, ils l'appellent Ratu. Des fois, t'écoutes en hockey ou hockey TV, c'est Rati, on sait pas, là, mais troisième patineur européen, moi, à mon avis, c'est le joueur qui risque le plus de descendre et qui pourrait quand même rapporter un peu à une équipe, là. Le gars, il a quand même du talent. C'est juste qu'il est sur le rough pas mal, là. Il est même plus dans ma première ronde, je pense. C'est Je pense vrai? que je l'ai clearé je pense que je l'ai enlevé de ma première ronde. Après ça, vous me dites que je un l'hate. mock draft. Un mock draft, il va être en première ronde. Je vais probablement le mettre à Dallas en première ronde. Mais dans ma liste personnelle, à moi, des joueurs que j'aime, il est pas dedans. Moi, Généralement, il y a le profil de joueur que j'aime bien d'habitude. Un gars pas responsable, mais quand même correct, une bonne mobilité, un bon shot, des habiletés un peu correctes, là. Mais il y a tellement pas de progression dans son jeu que ça le fait dropper au fond dans mon ranking. Ben moi, tu vois, Ratty, c'est le genre de joueur que je verrais être repêché par genre Washington ou Boston. Des équipes, tu sais, qui sont encore une couple d'années, tu sais, à cibler les séries, puis que ils vont repêcher des gars, tu sais. On l'a vu l'année passée avec Washington. Ils se sont risqués, entre guillemets, là, avec Hendrix Lapierre, un joueur qui devait sortir beaucoup plus haut techniquement, mais avec les blessures, tu sais, il a chuté. Ben, les Caps ont pris une chance avec, puis moi, je pense que c'est un excellent choix. Ben, ça serait le genre, tu sais, avec Ratty, ça serait le genre de scénario qu'on pourrait s'attendre. Je dis pas que c'est les Caps en particulier, mais ça pourrait être toute autre formation qui aspire quand même à des bons honneurs, mais qu'en fin de première ronde, il voit un Ratty être encore disponible, puis tu te dis, ben, tu sais, le gars, il a du potentiel. S'il buste, c'est pas tant grave. S'il bosse dans 4 ans, on va encore lutter pour les séries. Fait que c'est pas si grave que ça. Fait que bref, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il arrive pas dans les mains du Canadien. Non, c'est ça, exactement. C'est moi, dans leur ranking, j'aurais mis Fabian Lucel à la place de Ratty, mettons. Hey, Lucel, 9e. Vraiment loin. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, moi, je suis un gars qui aime particulièrement Isaac Rosen. Je l'aime bien. Bon. Pour vrai, là, je comprends que c'est red flag un peu, là, tu sais, je riais un peu dans notre épisode du mid-ranking qu'au vent, il tombe, là, mais tu sais, pour vrai, là, il a amélioré ça, là, cette année, puis il a connu un bon tournoi au U18, puis Rosen, qui soit en haut de Fabian Lucel, ça, par exemple, je la comprends pas, là, dans le Central Scouting. Puis Chibrikov au 4e, ça me va. Shaika au 5e, ça me va. Svechkov, 6e. Je le mettrais à 4e, moi, Svechkov. Je l'adore beaucoup. Je l'ai vraiment aimé au U18, puis dans les matchs que j'ai vus en série aussi. Ben, tu vois, moi, Svechkov, je l'ai juste vu au U18, puis je serais porté à être d'accord avec toi. J'interchangerais probablement Chibrikov avec Svechkov. Sauf que le problème, c'est que Chibrikov, je l'ai vu à Cariala, je l'ai vu en saison, je l'ai vu au U18. Svechkov, j'ai appris à le connaître au U18. Fait que dans mon propre ranking, je serais pas prêt à switcher les deux, mais je comprendrais le move pareil. Je comprendrais le move parce que Svechkov, il a vraiment connu un bon tournoi au U18. Mais Lucel est beaucoup trop bas, là. Sérieusement, c'est... Puis Olofsson, 13e, j'ai trouvé qu'il avait pogné une bonne drop, honnêtement. Moi, personnellement, Olofsson, il est sur le bord de sortir de ma première ronde. On dirait que plus la saison avançait, moins je l'appréciais, mais pas au point de mettre Samu Salminen puis Tourmala avant lui. Fait que j'ai trouvé ça bizarre dans le Central Scouting que les deux noms que je viens de nommer étaient en haut de Olofsson. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais, on voit que Vozil est assez loin. Moi, je l'ai droppé aussi dans mon ranking un petit peu. Il est sorti de la première ronde. Son manque de progression m'a vraiment gossé. Tu sais, il en dirait qu'il sait pas quoi faire avec la POC des fois. Puis, tu sais, au début de la saison, je voyais ses affaires. Je voyais, OK, ça va venir. Tu sais, ça va venir au championnat du monde junior, moins de 20 ans. Il était bon. Tu sais, il était capable de monter à la POC. Mais maudit, on dirait qu'il sait pas quoi faire avec la POC rendue dans son pays. Puis ça me gosse.
puis c'est pour ça que je l'ai droppé en dehors. Là. Il y a quelque chose qui se passe dans sa tête qui se passe pas dans sa tête, puis ça me gosse. C'est assez pas pire, parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais si t'es capable de le pick-up en deuxième ronde, c'est pas un mauvais choix, sérieusement. Stromgren aussi. Elenius, je le connais un peu moins, mais 6 pieds 6, 201 livres, il est capable de jouer Elenius, je l'ai vu au championnat mondial junior, puis je l'avais bien apprécié. Je le mets pas dans ma première ronde, mais j'avais trouvé qu'il y avait un bon package de projets là, quand même. Ouais. Mais moi, le nom qui m'a le plus surpris, c'est Alexander Kisakov, au 7e rang. Ouais. Je le connais un peu moins, ça fait partie des joueurs que je veux regarder, là. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Mais 5 et 10, 150 livres, un genre de China Hove, là, que le monde aime bien, puis qu'on sait pas pourquoi, là. Ouais, mais là, China Hove, au moins, China Hove, il y a le frame d'un joueur de la Ligue nationale. Oh, ouais, c'est ça, mais tu sais, un joueur qui vient de nulle part. 150 livres. Pense-y, Pascal. 150 livres. D'après moi, là, c'est pas mal mon quadriceps, là. Ok, 150 livres, c'est la moitié. La moitié de moi. Ah non, mais là, c'est parce que ça a pas de temps. Un peu plus. Puis tu sais, je faisais des blagues avec Rosen qui tombait au vent. Là. Rosen, il est 156 livres. Mais tu sais, j'ai regardé Kisakov un seul match. Puis tu sais, je braguerais pas que je l'ai scouté à pu finir. Là. J'ai regardé un match de lui. Puis pour moi, c'était suffisant. C'était... Tu sais, il y a beaucoup produit en MHL, mais moi, pour vrai, j'ai pas accroché là, dans un match. Là. Il aurait peut-être fallu que je me force. Là. Quand je le regarde au 7e rang dans Central Scouting, je me dis, ouais, j'aurais peut-être dû perdurer mes efforts puis de scouter plus, mais ça me tentait pas. Il me donnait pas l'impression qu'il méritait d'être dans ma première ronde. Mais tu pourras m'en dire, là, tu risques de plus de scouter. Moi, je l'ai tassé de ma liste. Là. Je pense pas que je le regarde de nouveau. Là. Tant qu'à ça, je vais me concentrer sur Svechkov pour le classer Svechkov bien comme il faut, plutôt que de prendre Kisakov puis me dire, ouais, finalement, ce gars-là, c'est juste un gars de 3e ronde à mes yeux. Ouais, tu sais, parce que moi, j'ai des gars de 3e ronde, je veux les classer aussi, fait que ça me dérange pas de le regarder jouer, puis ça va venir dans les prochaines semaines. Là. Je vais regarder une dizaine de matchs, là, sûrement, de ce gars-là. Fait que je vais t'en revenir avec ça. C'est bon. Ben écoute, Pascal, on va finir là-dessus. On va finir, on a toffé un bon épisode quand même, 1h30 quelques. On remercie les gens qui ont toffé jusqu'au bout pour notre petit bloc repêchage. On rappelle justement que pour le repêchage, on va faire un podcast qui va être live sur Facebook, Twitter, YouTube également. Puis au moment de terminer l'enregistrement, c'est toujours 3-3 Montréal-Toronto. Fait que on va couper ça pour aller voir la prolongation. Je m'attends à ce que ça aille en prolongation. Fait que si ça va pas en prolongation, ben vous pourrez m'accuser d'avoir jinxé ça parce que on n'est pas pire pour le podcast pour jinxer les choses.